Mes beaux-parents et mes parents m'ont coupé de leur vie lorsque mon mari m'a trompé avec ma sœur cadette, mais maintenant ils m'appellent pour que je me remette avec mon ex parce que ma sœur l'a quitté pour un autre homme. Je n'aurais jamais pensé partager cette histoire, mais les événements récents m'ont poussé à bout, et j'ai besoin d'un avis extérieur. Mon ex-mari, que j'appellerai Jacques, 34 ans, et moi avons été mariés pendant 8 ans avant que tout ne s'effondre. Nous nous sommes rencontrés à l'université, avons été en couple pendant 3 ans, et notre mariage semblait solide et heureux. Jacques était charmant, fiable et séduisant, le genre d'homme que les gens regardaient en pensant « elle a tellement de chance ». Nous avions des objectifs communs, il m'a toujours soutenu dans ma carrière, et tout semblait aller bien. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été la fille responsable de la famille. Mes parents me félicitaient d'être mature, digne de confiance et de faire une parfaite épouse un jour. Ma sœur cadette, Lucie, en revanche, était l'enfant doré. Belle, pétillante, toujours le centre de l'attention. Mes parents l'adoraient, et il semblait que tout le monde était charmé par elle. Cela ne me posait pas de problème, car après tout, c'était ma sœur et je l'aimais. Certes, mes parents avaient tendance à se focaliser sur elle, mais je mettais ça sur le compte des dynamiques familiales normales. Je pensais qu'ils la voyaient comme la fille parfaite. Avec du recul, j'aurais dû voir les signes. Lucie venait souvent chez nous, car nos familles étaient proches, et elle s'entendait très bien avec Jacques. Trop bien, en réalité. Un jour, je suis rentré plus tôt du travail parce que je ne me sentais pas bien. La maison était silencieuse, et j'ai remarqué l'un des sacs de Lucie dans le salon. Au début, j'ai cru qu'elle était simplement venue me rendre visite. Mais en avançant dans le couloir, j'ai entendu leur voix dans notre chambre. J'ai immédiatement eu un mauvais pressentiment, mais j'ai essayé de me calmer et de ne pas sauter aux conclusions. Lorsque j'ai ouvert la porte et que je les ai vus ensemble, mes pires craintes se sont confirmées. Je n'oublierai jamais l'expression de choc sur leur visage en me voyant debout devant eux. J'avais l'impression d'être piégé dans un cauchemar. Je me souviens à peine de la confrontation, tant j'étais sous le choc. Ce jour-là, j'ai quitté la maison avec ce que je pouvais emporter et je ne me suis plus retourné. J'aurais cru que ce serait le pire moment de ma vie, mais ce qui a suivi a été encore plus douloureux. En cherchant du soutien auprès de mes parents, j'ai été accueilli avec indifférence. Au lieu de me réconforter, ils m'ont fait la morale sur la complexité du mariage, insinuant que j'étais peut-être fautif d'avoir poussé Jacques dans les bras de Lucie. Ils ont même osé dire que ma sœur me rendait service en lui offrant un véritable amour. Ma propre famille m'a traité comme si j'étais responsable de cet échec, comme si c'était moi qui avais poussé Jacques dans les bras de ma sœur. Et les choses ont empiré par la suite. Les parents de Jacques, avec qui j'avais pourtant tissé des liens au fil des années, ont pris son parti sans hésiter. Ils étaient totalement sous le charme de Lucie, la considérant comme la belle-fille idéale. J'ai essayé de garder le contact quelquefois, mais j'ai rapidement compris le message, j'étais seul. Les deux familles s'étaient rangées du côté de Jacques et Lucie. Le divorce a été rapide et froid. Je n'ai pas eu la force de garder quoi que ce soit qui me rappelait Jacques ou notre vie ensemble, alors j'ai tout laissé derrière moi. J'ai déménagé dans un petit appartement et j'ai tenté de reconstruire ma vie, sans aucun soutien. J'ai aussi perdu presque tous mes amis, car grâce à l'influence de ma famille, Jacques et Lucie ont réussi à me faire passer pour une femme amère et instable, tandis que Lucie était vue comme celle qui l'avait sauvée de moi. Malgré tout, j'ai survécu. Je me suis plongé dans mon travail et j'ai fini par rencontrer de nouvelles personnes, des amis qui ne connaissaient rien au désastre qu'était devenu ma vie. Petit à petit, j'ai réussi à me reconstruire. J'ai longtemps cru que j'avais besoin de ma famille pour être entière, mais j'ai appris à la dure que je pouvais être heureuse sans eux. Puis, contre toute attente, tout a basculé. Soudainement, mon téléphone s'est mis à sonner sans arrêt, des appels et des messages de mes parents et de la famille de Jacques. Au début, je les ai ignorés, pensant que c'était une mauvaise blague ou peut-être un sursaut de culpabilité. Mais les messages continuaient d'affluer, alors j'ai fini par écouter un des messages vocaux. Ce que j'ai entendu m'a laissé sans voix. Lucie avait quitté Jacques. Apparemment, elle avait rencontré un autre homme et était partie sans même un au revoir. Maintenant, avec Jacques dévasté, les deux familles étaient désespérées de réparer les choses. Et qui, selon eux, devait prendre la place de Lucie? Moi, bien sûr. Ils étaient persuadés que je devais revenir avec Jacques et récupérer ma place légitime en tant qu'épouse. Les messages étaient remplis de manipulations émotionnelles déguisées en inquiétude. D'abord, ils me suppliaient de revenir et de leur pardonner. Puis, ils ont commencé à dire que c'était mon devoir de femme de donner une seconde chance à Jacques. Me réconcilier avec lui prouverait ma force, selon eux. Ma mère a même affirmé que c'était l'occasion de prouver ma valeur en tant que fille, comme si je n'avais pas déjà passé des années à tout faire pour eux, alors qu'ils m'avaient abandonné. La famille de Jacques a également insisté en disant qu'il était perdu sans moi et que je devais revenir pour préserver l'unité familiale. J'ai tout perdu à cause de leur trahison,
et maintenant ils s'attendent à ce que je revienne comme si de rien n'était. À leurs yeux, je ne suis pas une personne avec des sentiments et une vie propre, mais juste une roue de secours, une bonne, une esclave ou un robot. Ils ne méritent ni mon pardon, ni mon temps, ni ma vie. Tout ce qui les intéresse, c'est Jacques et la pagaille que Lucie a laissée derrière elle. Et le pire ? Ils agissent comme si je devrais être reconnaissante de cette opportunité de revenir. Pendant un moment, j'ai envisagé de les confronter. J'ai eu envie de leur hurler la vérité en pleine face, de les humilier comme ils m'avaient humilié. Mais une autre part de moi sait que cela ne changerait rien. Ils ne m'ont jamais vu comme une personne à part entière, seulement comme quelqu'un qui pouvait remplir le rôle qu'ils avaient décidé pour moi. Alors, j'ignore leurs appels et j'essaie de trouver la paix dans la vie que je me suis construite. Mais ils continuent d'insister. Tous les quelques jours, je reçois un nouveau message ou un appel. J'ai bloqué des numéros, mais ils trouvent toujours un moyen de me contacter. J'ai pensé à changer de numéro, mais toute ma vie est liée à celui-ci, mon travail, mes amis, mes comptes bancaires. Cela demanderait trop de temps et d'efforts. Les confronter ne les arrêterait pas. Ils ne pensent qu'à eux et à leur famille. J'aimerais savoir comment d'autres personnes à ma place ont géré une situation pareille. Mise à jour 1. J'aurais aimé donner une mise à jour en disant que les choses se sont améliorées, mais malheureusement, ce n'est pas ce genre de mise à jour. Depuis que j'ai partagé mon histoire, ma boîte de réception a été inondée de messages et d'appels de ma famille et de la famille de Jacques, et c'est un cauchemar à gérer. Mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer avec des notifications toute la journée, au point que je commence à redouter de le regarder. J'ai essayé de bloquer les numéros, mais d'une manière ou d'une autre, ils trouvent toujours un nouveau moyen de me contacter, que ce soit avec de nouveaux numéros ou par email. Ce qui m'a vraiment prise au dépourvu, c'est un appel de Jacques lui-même. Ce n'était pas son numéro habituel, donc je ne me suis pas rendu compte que c'était lui au début. Mais dès que j'ai entendu sa voix, mon estomac s'est noué. C'était Jacques, et il s'est immédiatement lancé dans ce qui ressemblait à un discours préparé, comme s'il lisait un script. Il a commencé par dire à quel point il était profondément désolé et qu'il réalisait maintenant qu'il avait fait de terribles erreurs. Il parlait comme s'il avait oublié d'acheter du lait en rentrant à la maison, et non comme s'il avait détruit notre mariage en couchant avec ma sœur. Il a continué en disant que nous devions de travailler sur nous, que nous avions des années d'histoire qu'il ne fallait pas jeter. Il a dit que nous méritions tous les deux une opportunité de nous réconcilier, de recoller les morceaux et de voir si nous pouvions retrouver ce que nous avions. J'ai failli éclater de rire devant le ridicule de la situation. Il pensait vraiment que quelques excuses allaient tout effacer. Il voulait juste que je sois le substitut de ma sœur maintenant qu'elle l'avait quitté. Il parlait de la stabilité que nous avions, et maintenant que Lucie était partie, il disait avoir toujours été amoureux de moi. Tout au long de son discours, il utilisait des mots comme nous, notre vie, notre histoire, comme s'il avait encore le droit d'en parler. Quand je l'ai enfin interrompu et que je lui ai demandé « Pourquoi maintenant ? Pourquoi ça t'importe maintenant qu'elle soit partie ?» il a sorti une excuse pathétique sur le fait qu'il réalisait ce qu'il avait perdu et qu'il pensait que j'étais assez forte pour tourner la page et lui pardonner. Assez forte. Comme si la force consistait à endurer sa trahison. Après avoir raccroché, mes parents ont redoublé d'insistance. Ils ont eu l'audace de dire que puisque Jacques suppliait d'être pardonné, cela prouvait qu'il était sincèrement désolé et que je devais voir cela comme une sorte de victoire, parce qu'il s'était abaissé à me montrer sa vulnérabilité. Ma mère a même dit, ce n'est pas suffisant qu'il demande une seconde chance ? Il parlait comme si cette tentative pathétique de réconciliation était quelque chose dont je devais être reconnaissante, comme si cela devait me valider ou me rendre digne. Par pure frustration, j'ai fini par appeler Lucie. Je ne savais même pas ce que j'allais lui dire, j'avais juste besoin d'évacuer ma colère. Elle n'a pas répondu, alors je lui ai laissé un message vocal en lui disant que toute cette pagaille était de sa faute et qu'elle devrait en assumer les conséquences. Je lui ai rappelé qu'elle avait détruit mon mariage et ma vie, et que c'était à elle d'expliquer la situation à nos parents et de gérer les retombées. J'étais tellement en colère et blessé que je lui ai aussi envoyé un email pour être sûr qu'elle ne pourrait pas m'ignorer. J'ai tout exposé point par point, sans retenue. Bien sûr, Lucie n'a jamais répondu, comme toujours. Elle a semé le chaos, brisé 2 familles, et est partie sans se retourner. Maintenant, elle est avec un autre homme, sans doute sans même penser aux dégâts qu'elle a laissés derrière elle. Un appel particulièrement horrible est venu de ma tante, l'une des rares personnes de ma famille en qui j'avais confiance. Elle me suppliait presque de revenir à la raison et me disait que tout le monde fait des erreurs et que le vrai pardon signifie donner une seconde chance. En ce moment, je suis épuisé, mentalement et émotionnellement. J'ai l'impression qu'ils essaient d'effacer tout ce que j'ai accompli, chaque morceau de paix que j'ai durement gagné. Je sais que je ne devrais pas les laisser m'atteindre, mais c'est difficile. Ma prochaine étape est de rencontrer un avocat pour voir quelles options j'ai. Mais avec autant de gens qui me harcèlent, je ne suis pas sûr de pouvoir tous les arrêter. Peut-être que je ne pense pas clairement en étant en plein milieu de ce chaos,
mais c'est tout ce à quoi je peux me concentrer pour le moment. Mise à jour 2. Cela fait quelques semaines depuis ma dernière tentative de digérer tout ça, et honnêtement, rien ne s'est calmé. Au contraire, j'ai l'impression que quelqu'un a appuyé sur l'accélérateur du drame et que j'essaie juste de tenir bon. Les appels, les textos et les emails de ma famille et de la famille de Jacques sont devenus si insupportables que j'ai arrêté d'essayer de bloquer les numéros et comptes. Au moins, une chose productive est ressortie de ma discussion avec mon avocat, nous allons commencer par envoyer une mise en demeure aux principaux responsables. Peut-être que le reste de la famille comprendra le message et arrêtera aussi. On pourrait même viser directement Jacques et mes parents pour envoyer un signal fort. Parler avec mon avocat m'a apporté un peu de répit. Le stress et l'anxiété constants avaient commencé à affecter mon sommeil, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Mais selon lui, cela pourrait justement aider mon dossier, prouver que le harcèlement a eu un impact sur ma santé mentale pourrait appuyer une demande de dommages et intérêts. Pendant quelques jours, j'ai eu l'impression d'avoir remporté une petite victoire après avoir bloqué une nouvelle vague de numéros et de mails. Mais bien sûr, cette paix n'a pas duré longtemps. Rien dans cette situation ne me laisse respirer bien longtemps. Quelques jours après avoir tout bloqué, je suis rentré du travail, fatigué et n'ayant qu'une seule envie, me reposer. Et là, elle était là, ma mère. Je ne lui ai jamais dit où j'avais déménagé après le divorce. Pendant un instant, j'ai envisagé de faire semblant de ne pas la voir et de passer mon chemin, mais je savais que cela ne ferait que repousser l'inévitable. Si je ne la confrontais pas maintenant, elle reviendrait encore et encore. Toute cette rencontre était tellement typique de ma mère, un véritable cours magistral de manipulation émotionnelle. Elle a commencé à parler de la famille qui se déchirait, du fait que tout le monde était malheureux et que l'absence de Lucie était une blessure que personne ne savait comment gérer. Elle répétait des phrases comme « la famille, c'est tout », comme si cela signifiait que j'avais une obligation de réparer les choses, simplement parce que nous étions liés par le sang. Elle a continué à dire que c'était mon devoir de laisser le passé derrière moi, parce que c'est ce que font les familles. Elle a même mentionné que Noël approchait et que ce serait l'occasion idéale pour nous de nous réunir et de tout arranger. Soyons clairs, c'est la même femme qui a laissé mon mari et ma sœur détruire ma vie, et maintenant elle me demande d'être celle qui répare tout. J'avais l'impression que ma tête allait exploser. C'était tellement frustrant, mais aussi épuisant. Je suis resté là, essayant de garder mon calme pendant qu'elle continuait à parler encore et encore du pardon et du fait d'aller de l'avant. Et ce n'était même pas le pire. Peu de temps après cette embuscade, j'ai reçu un email de Jacques. Son message était court mais calculé. Il disait qu'il comprenait pourquoi j'étais en colère et espérait que nous pourrions avoir une conversation pour apaiser les choses. Oh, et pour couronner le tout, il avait joint une photo de nous le jour de notre mariage. Cette photo me faisait sourire autrefois, mais maintenant elle me donne la nausée. J'ai bloqué son email sans même réfléchir. Mais ce n'est pas tout, juste au moment où je pensais avoir tout vu, Lucie m'a contacté. Son email est arrivé de nulle part avec comme objet « Je suis désolé ». Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait enfin assumer la responsabilité de ce qu'elle avait fait, mais non. Son soi-disant mea culpa n'était qu'une série d'excuses. Elle a écrit qu'elle n'avait jamais eu l'intention de me blesser, que sa relation avec Jacques était arrivée parce qu'ils étaient amoureux, comme si cela pouvait la justifier d'une quelconque manière. Et comme si ce n'était pas suffisant, elle a eu l'audace de dire qu'elle espérait que Jacques et moi pourrions nous remettre ensemble. Elle a dit qu'elle nous soutenait pour que nous retrouvions le bonheur, comme si sa bénédiction comptait encore pour moi. Comment peut-on répondre à quelque chose comme ça? Spoiler, on ne le fait pas. J'ai bloqué son email, comme j'ai bloqué celui de Jacques. Il n'y avait aucun intérêt à répondre à quelqu'un d'aussi aveugle aux dégâts qu'elle a causés. Ces dernières semaines ont été parmi les plus difficiles de ma vie. La thérapie m'aide, mais parfois, les progrès semblent désespérément lents. C'est difficile de voir la lumière au bout du tunnel quand tout semble vouloir me tirer en arrière. Mais j'essaie. Avec les fêtes qui approchent, je sais que les choses vont être compliquées. Au moins, ces emails s'ajoutent aux preuves de harcèlement. Et la visite de ma mère, qui a été témoin par quelqu'un d'autre, constitue une preuve supplémentaire. Donc, même s'ils perturbent ma paix, je vais utiliser tout cela contre eux. Mise à jour 3. Je veux prendre un moment pour remercier tout le monde pour leurs mots gentils, leurs conseils et leur soutien. Lire des témoignages de personnes ayant vécu des situations similaires me fait me sentir moins seul. Je ne pensais pas que les choses pouvaient empirer, mais j'ai appris que la vie est plutôt douée pour surprendre, et pas toujours de manière positive. Le premier grand signal d'alarme a été une lettre que j'ai reçue par courrier de la part des parents de Jacques, il y a environ une semaine. Cette lettre n'était qu'une suite d'accusations. Ils passaient leur temps à m'expliquer à quel point j'étais égoïste et immature de ne pas pardonner à Jacques et de ne pas réunir la famille. J'imagine qu'ils n'ont toujours pas compris que cette famille ne signifie plus rien pour moi. Mais le pire, c'était la fin de la lettre, où ils me menaçaient de ternir ma réputation auprès de nos amis communs. Ils disaient que si je ne faisais pas ce qui était justement parlant à Jacques,
ils me feraient passer pour la méchante de l'histoire. Sérieusement? Qu'est-ce qu'ils allaient révéler exactement? Que j'ai posé des limites? Que j'ai refusé de pardonner un homme qui m'a trompé avec ma propre sœur? Puis Jacques a décidé de passer à la vitesse supérieure. Un jour, au travail, alors que je faisais tranquillement mes affaires, un collègue est venu me voir pour me dire que quelqu'un m'attendait dans le hall. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une livraison ou peut-être d'un ami qui passait à l'improviste, mais non. Quand je suis sorti, il était là, Jacques, debout, comme s'il était le héros d'une comédie romantique, tenant un bouquet de fleurs. C'était la dernière chose dont j'avais besoin. Et ce n'était pas seulement inconfortable pour moi, c'était humiliant. Mes collègues regardaient, et je pouvais sentir leur regard sur moi, rendant cette scène ridicule encore plus pénible. Bien sûr, Jacques n'avait pas l'air de s'en soucier. Il a continué à débiter son discours sur combien il était désolé et combien je lui manquais, comme si seuls ses sentiments comptaient. Il disait que nous étions faits pour être ensemble. C'était comme s'il réécrivait l'histoire en sa faveur, jouant le rôle du héros au cœur brisé alors qu'en réalité, c'est lui qui a tout détruit. J'étais tellement en colère, mais j'ai dû rester calme. Je lui ai dit qu'il devait partir immédiatement, que ce n'était ni le lieu ni le moment pour ses excuses. Il m'a ignoré, alors je suis retourné dans mon bureau, tremblante de frustration. J'ai verrouillé la porte et essayé de me calmer. J'ai appelé la sécurité pour le faire sortir. Je ne voulais pas en arriver là, mais à ce stade, je n'avais plus le choix. Je devais me protéger, encore une fois. Ce soir-là, j'ai parlé à mon avocat pour lancer une procédure d'ordonnance restrictive contre Jacques. Je ne pouvais pas rester là à le laisser continuer à apparaître dans ma vie comme bon lui semble. Et ma famille? Ils n'ont pas arrêté non plus. Même si j'ai coupé les ponts avec eux, ils trouvent toujours de nouveaux moyens de me contacter. Une de mes cousines, avec qui je n'avais pas parlé depuis des années, m'a envoyé un long message sur le pardon et à quel point tout le monde me regrettait. Peut-être qu'elle peut pardonner à son mari infidèle, mais moi, je ne peux pas. Il semble que dans ma famille, l'infidélité des hommes ne soit jamais un problème, et c'est pour ça qu'ils sont furieux que je ne cède pas à leur volonté. Puis il y a eu ma mère. Il y a quelques jours, elle m'a laissé un message vocal disant que c'était moi qui détruisais la famille en refusant de pardonner Jacques et Lucie. Que dans cette famille, on ne se comporte pas comme ça. La seule bonne nouvelle, c'est que l'ordonnance de cessation et d'abstention contre mes parents et Jacques est maintenant en vigueur. J'espère donc que cela calmera un peu les choses. J'attends aussi la confirmation de l'ordonnance restrictive contre Jacques. Et si ça ne les arrête pas, je n'hésiterai pas à en demander d'autres contre les autres membres de ma famille. Je pourrais demander des ordonnances restrictives contre tous, mais les avocats sont payés à l'heure, et je n'ai pas un budget infini pour continuer à les poursuivre en justice. Pour ceux qui ne le savent pas, sauf en cas de danger immédiat, je dois passer par un avocat pour déposer une demande. Contrairement aux urgences où je peux le faire moi-même. Mais mon avocat est optimiste et pense que cela devrait suffire à dissuader tout le monde de continuer le harcèlement. Je choisis de le croire, pour ma tranquillité d'esprit, car j'ai vraiment besoin qu'ils arrêtent d'envoyer des messages, de passer des appels ou de se pointer chez moi sans prévenir. Il m'a aussi rassuré en disant que si la situation s'aggravait, nous aurions encore d'autres recours possibles. Mais j'espère ne pas en arriver là, car si nous devons les utiliser, c'est que les choses auront empiré. Mise à jour 4. Après tant de mises à jour où les choses ne faisaient qu'empirer, tout s'est enfin un peu calmé pour moi. Maintenant, la raison pour laquelle tout s'est apaisé peut être liée à mes actions en justice, notamment l'ordonnance de restriction contre mon ex-mari, qui a été accordée. Ou peut-être est-ce parce que Lucie s'est remise avec Jacques. Je penche plutôt pour la seconde option. Je ne pense pas qu'une simple décision de justice puisse arrêter les narcissiques de ma famille. Mais voici la partie intéressante, il y a une longue tradition dans notre famille où les femmes pardonnent les infidélités de leurs partenaires, mais à ma connaissance, l'inverse ne s'est jamais produit. Cela dit, Jacques ne fait pas partie de la famille, bien que sa famille soit, ou ait été, amie avec la mienne. Cela n'a cependant pas été exemple de drame, même si je n'y ai pas été impliqué. J'ai seulement reçu un email de Jacques disant que ses parents, tout comme les miens, le forçaient à se remettre avec Lucie. D'après lui, il ne voulait que moi et refusait de retourner avec une femme infidèle. L'ironie a dû s'envoler pour Jacques, car il ne semble pas réaliser que c'est exactement ce que je pensais de lui. J'ai été très tenté de répondre, mais je ne voulais pas qu'il utilise cela comme une excuse pour dire que je cherchais à communiquer avec lui, ce qui pourrait amener un juge à lever l'ordonnance de restriction. Je l'ai simplement bloqué à nouveau et tout envoyé à mon avocat. Je n'en attends pas grand-chose, puisqu'il n'a pas tenté de se présenter à mon travail, mais mon avocat s'en occupera. J'ai aussi reçu un message de ma mère disant que j'avais perdu ma chance d'être avec un homme bien et que je serais désormais malheureuse parce que ma sœur l'avait repris. Je ne sais même pas par où commencer avec ça. D'une part, je ne comprends pas comment Jacques a pu se remettre avec Lucie s'il ne voulait pas être avec elle.
Peut-être qu'il ne voulait pas être avec moi non plus, ou bien il a simplement cédé à la pression familiale. Et d'autre part, je ne pense pas que Jacques soit un homme bien, contrairement à ce que ma mère affirme, donc sa tentative de me narguer n'a eu aucun effet. Quoi qu'il en soit, j'ai tout transféré à mon avocat et bloqué cette nouvelle adresse email aussi. J'étais tenté de répondre, mais je ne voulais pas replonger dans tout ce drame. Si je l'avais fait, je lui aurais dit qu'elle aurait pu le garder et le remettre à papa. Mise à jour 5. Je pensais que mon histoire était terminée, car cela faisait longtemps que je n'avais pas donné de nouvelles à propos de Lucie et Jacques qui s'étaient remis ensemble. Ils se sont même mariés entre-temps, mais je n'en avais pas parlé car cela ne me semblait pas important. Chacun avait repris sa vie, et voilà. Avant d'oublier, je tiens à clarifier une chose, Jacques et les contacts de ma mère ont dû payer des amendes de $500 et $300, respectivement. Je le mentionne car plusieurs personnes m'avaient posé la question. J'ai vu les notifications en rouvrant mon compte après un long moment. Ce n'est pas mon compte principal, car j'ai toujours voulu rester anonyme, donc je n'avais rien lu pendant tout ce temps. Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, j'ai fermé ce compte quelques semaines après ma dernière mise à jour et je ne l'avais pas consulté depuis. Maintenant que vous savez que Lucie et Jacques sont mariés, je peux en venir au point principal de cette mise à jour, ils divorcent. Ils ont été mariés peut-être 5 mois. Je ne connais pas la date exacte de leur mariage puisque je l'ai appris plus tard, mais j'estime qu'il n'a duré que ça. Je ne sais pas non plus quand ils ont entamé la procédure de divorce. Mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui compte, c'est que maintenant, les deux familles sont en guerre. Mes parents soutiennent Lucie, tout comme le reste de ce qui était autrefois ma famille, tandis qu'en face, il y a Jacques et sa famille. Les véritables raisons du divorce me sont inconnues, mais je suis certaine qu'il ne manque pas de motifs pour expliquer leur séparation. La seule chose que je peux dire, c'est que les deux familles ont fait tout leur possible pour empêcher ce divorce, et quand elles n'y sont pas parvenues, elles ont commencé à se battre pour voir qui pourrait en tirer la plus grande victoire. L'amitié entre les familles est terminée, et ils se lancent toutes sortes d'accusations, exactement comme ils l'ont fait avec moi. Mais contrairement à moi, au moins, ils se soutiennent entre eux. Voilà où on en est. Si certains veulent savoir ce qui se passe après le divorce, je pourrais faire une nouvelle mise à jour. Eddie, bien que peu de personnes aient posé la question, je vais partager une dernière chose ici. Lucie et Jacques ont finalisé leur divorce, et bien que je ne sache pas ce qui s'est passé avec la division des biens, ce que je sais, c'est qu'aucune des deux familles ne se parle plus. C'est ce qui aurait dû se passer avec mon divorce, mais chaque jour, il devient plus évident que je n'ai jamais vraiment fait partie de cette famille, d'aucune manière.